De nouveau, je dirais le long terme, je crois que c'est plus simple. Là, ce sont des grands mouvements technologiques et c'est à vous à dire dans quel segment vous voulez rentrer, qu'est-ce que vous allez faire en matière d'électrique, etc. Là, vous pouvez vous tromper, ça coûte très très cher, effectivement. Mais la problématique du push et du pull ne se situe pas là. Le push et le pull, c'est une problématique à court terme. Et je crois que, très franchement, avec le modèle industriel automobile d'aujourd'hui, on restera toujours en grande partie dans du push, c'est-à-dire que c'est l'usine qui décidera in fine de combien de voitures doivent être mises sur le marché. Pourquoi ? Parce que les investissements ne sont amortissables qu'au-dessus d'une certaine limite minimum de volume. Je dirais que si vous voulez garder des voitures moyennes qui se situeront aux alentours des 15 000 €, on doit dépasser le million, on doit dépasser, en tout cas, disons, les 300 000, les 400 000 véhicules. Et pour dépasser ces 300, 400 000 véhicules, il y en aura toujours 50, 60, 100 000 de trop. Parce qu'on devra garder ces voitures un an de trop par rapport à la demande, parce que la concurrence sera arrivée et la concurrence aura fait un meilleur produit que votre produit qui a déjà 4 ans. Mais il n'y a rien à faire, on devra continuer à la fabriquer pour amortir ses coûts de développement, pour arriver au prix demandé. Et c'est une des grandes raisons, et je dirais que si tu me dis, mais quelle solution tu as à ce push et au pull, une des grandes solutions, c'est justement ce modèle de distribution un peu archaïque qui existe en automobile. On travaille encore tous, ou en tout cas une grande partie, avec un modèle monomarque de grossiste et de retail. Moi, quand je suis arrivé de l'alimentation, j'ai vu ce machin-là, je me dis, c'est pas vrai, on travaillait dans l'alimentation, on travaillait comme ça en 1950 et encore. Je vais changer ça, on va faire des grandes surfaces, des grands magasins qui seront bien meilleurs marchés à exploiter, qui vont pouvoir travailler avec des économies d'échelle, etc. Eh bien, j'étais complètement faux. Complètement faux. Le seul modèle de distribution qui peut réellement, disons, aider l'industrie, c'est celui-là. C'est-à-dire, très, très simple, c'est le seul pays qui va continuer à vendre des voitures qui sont presque plus vendables, parce qu'il ne vit que de ça. Imaginez-vous une grande surface. La Golf, elle a 5 ans. La demande chute de 20, 25, 30%. La Renault vient à ce moment-là à côté avec son tout nouveau modèle. La grande surface, elle va dire, Golf, terminé, on va mettre des Renault à la place. Les usines sont en faillite. Donc, je crois que la vraie réponse à ce push et ce pull, ça a été ce système que vous pouvez croire encore relativement cher, qui est la distribution monomarque, je dirais, qu'on trouve, en fond, dans tous les pays. Et l'Europe a essayé de casser ce système monomarque, n'ayant pas compris cette problématique-là. Je leur ai souvent expliqué, mais ça ne rentrait pas. Et on a eu des lois carrément européennes qui ont contré ce côté monomarque en disant « vous devez faire du multimarquisme, etc. » Et on a vu qu'au fond, il n'y a rien qui s'est passé. On est resté en monomarque. Donc ça, c'est vraiment, je dirais, la solution, je dirais, qu'on a trouvée au problème de non-flexibilité normale des usines et des producteurs. Pour le reste, bien sûr, nous essayons d'être le plus pull possible, parce que ça coûte moins cher. Donc on essaye effectivement de vendre que ce qu'on a acheté, donc de demander, disons, que le client vienne nous faire passer une commande et que cette commande-là, on puisse la passer à l'usine. Tout ça marche très très bien, comme je dirais actuellement, lorsque la production est en sous-production, le jour est en surproduction, boum, on repasse dans les push en disant, messieurs les dealers, s'il vous plaît, vendez ces voitures qui sont difficilement vendables. Ça, je crois qu'il n'y a rien à faire, et je crois que même Renault, qui avait espéré y aller, à un certain moment s'est rendu compte que une fois c'était gagnant, une fois c'était perdant. Mais on sera toujours un peu push. Ouais, sans doute. Bien, alors dans la prospective, vous savez sans doute que D'Ieteren est une maison qui est souvent d'avant-garde. Moi, je peux le dire, Thierry, plus modestement, ne le dira pas, mais notamment un beau musée. Ça, c'est plus d'arrière-garde en quelque sorte, mais l'avant-garde aussi, parce que si vous allez chez D'Ieteren aujourd'hui, vous verrez, notamment à la rue du Mail, vous verrez des voitures électriques.
hein. Et donc, ça, c'est évidemment une chose qui nous interpelle. C'est la question que je voulais poser à Thierry, c'est de percevoir quelle est sa perception, hein, des grandes évolutions que nous allons connaître, à quel rythme. Et je dis, la maison d'Ytrain, clairement, ne reste pas dans la théorie. Dus ze zijn begonnen met een test. Dus, en het is bijzonder streng. Ik denk dat de mensen moeten opteren voor een elektrische wagen, maar ze zijn natuurlijk hun traditionele wagen kwijt. En dus het zou interessant zijn hier voor de mensen een beetje de eerste resultaten van die testen uit te leggen. En dan ook natuurlijk een beetje je visie voor de toekomst. Hoe gaat het évolueren? À quoi on peut s'attendre? Oui. Bon, avant de parler, je dirais, de la voiture électrique, je voudrais parler du test qu'on est en train de développer. C'est un test que nous voulons, disons, sur, au fond, l'autopartage plus que sur la voiture électrique. On va proposer à 4 sociétés, c'est entre autres IBM, Philippe, tu fais partie, je dirais, du test. On va proposer pour les employés de la société de remplacer leur voiture de société par une voiture qui est une voiture partagée, mais au sein de la société. Et quand je dis voiture, c'est une voiture normale, soit une voiture électrique, soit un vélo électrique. Et donc, voilà, on teste ça parce qu'on se rend compte que quand même en ville, il y a une problématique qui devient très importante, qui est la problématique du parking. Tout simplement, savez-vous qu'il y a grosso modo 20% des gens qui ont une voiture de société à Bruxelles qui ne peuvent plus venir avec leur voiture de société dans leur entreprise parce qu'il n'y a plus de parking. Bon, c'est un petit peu cette problématique-là qu'on veut aborder. On fait ce test. C'est bien fichu. Hein. Donc vous prenez votre PDA, vous réservez votre voiture, vous savez si elle est là. Avec votre PDA, vous ouvrez la voiture. Et donc c'est vraiment un test grandeur nature. Maintenant, est-ce que c'est rentable? Beaucoup de personnes ont essayé le car sharing ou même le vélo sharing à Paris, etc. Il y a le problème des dégâts, il y a le problème du suivi des voitures. Donc la rentabilité n'est vraiment pas prouvée, c'est la raison pour laquelle on teste. Ça, c'est la chose que nous avons décidé il y a 2 ans à peu près, d'essayer de faire ça. Et on a pris des voitures électriques pour un peu avoir du hype, pour avoir un petit peu, je dirais, quand même une excitation, je dirais, plus moderne par rapport à nos futurs clients. Alors, je viens sur la voiture électrique. Et là, la voiture électrique, personnellement, j'y crois très fort. J'y crois très fort comme étant, je dirais, un nouveau segment. Et j'ai envie de dire, ce n'est pas le segment de la voiture électrique. Parce que, oui, industriellement, il y a un segment du diesel, un segment de l'essence, etc. Mais en fin de compte, pour le particulier, pour le conducteur, c'est un véhicule, c'est une voiture. Et je vois, disons, j'ai plutôt envie de parler du segment de la voiture de ville. Nous sommes actuellement dans un problème de ville de place. Je me rappelle, notre ministre bruxellois m'expliquait qu'une ville, c'était comme une bouteille qu'il fallait remplir d'eau, et que pour l'instant, on lui avait donné 3 possibilités, soit, disons, de mettre un entonnoir plus important pour remplir la bouteille plus facilement, et qui s'était rendu compte que la bouteille était remplie, et que donc il a dit non, pas d'entonnoir, mais moins d'eau. Et donc, Bruxelles a pris une formidable décision de diminuer le nombre de parkings de 25%, que ce soit parking intérieur, sous-sol ou extérieur, 25%. Bon, moi je lui ai dit, monsieur le ministre, vous faites une erreur capitale. C'est que vous extrapolez une situation d'aujourd'hui vers, effectivement, dans 25 ans, où ce sera beaucoup plus grand, mais vous faites ça avec des voitures d'aujourd'hui. C'est idiot. Il ne faut pas faire ça avec des voitures d'aujourd'hui, parce que ce n'est pas de l'eau que vous remplissez dans votre bouteille, mais des petites billes. Alors, si vous diminuez votre bille de la moitié du diamètre, eh bien, vous en mettrez 2 fois plus. Si vous ne vous enlevez pas nos parkings, si vous ne diminuez pas les parkings de 25%, mais par contre qu'on diminue les voitures de moitié de dimension, eh bien, vous allez avoir une ville qui va devenir fluide, parce que un tiers des gens sans ville que vous voyez rouler, ils cherchent un parking. Donc, vous allez solutionner le problème. Mais de grâce, voyez, je dirais, l'avenir avec autre chose que des yeux d'aujourd'hui. Bon. Et je voulais prendre cet exemple-là pour vous dire que je crois fondamentalement dans un nouveau type de véhicule qui est un véhicule de ville. Et là, la voiture électrique s'y prête merveilleusement bien. En je moet beseffen, een elektrische wagen die heeft nog natuurlijk grote problemen op het gebied van autonomie.
120 kilometers, hangt af van het gewicht. Het gewicht is natuurlijk iets dat volledig negatief is ten opzichte van de autonomie. Maar we kunnen werken met veel kleinere wagens. Eerst en vooral 120 kilometer in de stad. Laat ons zeggen, met lichtere wagens, 160 is meer dan genoeg. Voor echte stadswagens is meer dan genoeg. Ten tweede, wagens met een 4x4 in de stad rijden is gek. Dat is volledig anachronisch. Laat ons werken met kleinere wagens. Maar gewicht is heel belangrijk voor veiligheid. In de stad, 60 in duur. Waarschijnlijk gaat Europa, laten we zeggen, naar 50 in duur. Alle steden gaan bepalen, maximum. Dus 50 in duur moet je geen enorme passieve veiligheid in een wagen gaan doen. Wie moet je per slot van rekening vooral het leven redden in de stad? Niet de man die achter het stuur ligt. De man die op de trottoir aan het wandelen is. En dat met een lichtere wagen ga je veel meer levens redden, laten we zeggen, dan met de zwaartewagens. Dus ik denk dat we met citycars van 450, 500 kilo in de plaats van 1200 kilo's een nieuwe segment kunnen openen voor stadsmensen, puur stadsmensen, dat gaat niet buiten. En de elektrische wagens kan morgen daar een antwoord op geven. En het is heel eigenaardig dat de automobielsector er schijnbaar niet aan denkt. Dat denk ik niet. Ik denk dat ze er aan denken. Maar waarschijnlijk dat de automobiel toch een zeker gevaar ziet daar van een cannibalisatie van een wagen die 23.000 euro kost gemiddeld ten opzichte van een kleinere wagen die misschien goedkoper zou zijn. Alhoewel een elektrische wagen toch ook zelfs een klein formaat ongeveer een 20.000 euro waard zal zijn. En daarvoor een markt bestaat. Dus ik ben heel optimistisch. Ik denk dat we zeggen, en toch in Genève heb ik veel van die kleine stadswagens gezien. Dus ik denk dat misschien, laten we zeggen, toch een snelle opheveling komt van elektrische stadswagen. En geen wagens die 160 in duur moeten rijden, 300 kilometers ver moeten rijden en automatisch 100.000 euro's kosten.